sur la chaîne Dans les grandes lignes. Épisode un peu spécial aujourd'hui puisque je ne vais pas vous parler d'un événement ou de faits historiques et techniques, mais d'un film. Je me présente brièvement, Yarno Drakov, très fidèle passionné de tout ce qui touche au premier et second conflit mondial depuis des lustres. Je m'intéresse plus particulièrement à l'histoire de l'Allemagne, ou plus généralement de l'Axe, entre 1914 et 1945, bonjour. Donc bien que lorsqu'on se penche chez quelqu'un qui avait Netflix, l'apparition de la miniature d'Al-Ouest Rien de Nouveau version revisitée 2022 m'a provoqué une réaction physiologique sur laquelle je ne m'étendrai pas. Je connaissais déjà l'œuvre sous le nom de Im Westen nicht Neues, le roman original d'Eric Paul puis Maria Remarque, mais aussi dans son adaptation cinématographique correcte mais vieillissante de 1979. Pour ce qui est de ma compétence à parler de Al-Ouest Rien de Nouveau version 2022 sur Netflix, la personne propriétaire du compte Netflix m'ayant permis le précieux accès à cette œuvre a fini par me confisquer la télécommande, estimant que plus de 3 visionnages par semaine étaient nocifs pour ma dépression. Du reste, je me suis vengé en pompant son accès internet pour regarder tous les making-of et les scènes supplémentaires de ce film, sur lequel j'ai pu apprendre beaucoup quant à la technique employée pour sa réalisation. Pour ce qui est de mon expérience cinéma dans le domaine, j'ai vu beaucoup de films dans le même thème, Cheval de guerre, Un long dimanche de fiançailles, Joyeux Noël, le pathétique et chiant à crever 1917, mais aussi pour ce qui est des films de guerre traitant de la Seconde Guerre mondiale, Les lettres d'Iwo Jima, Mémoire de nos pères, My Way, Der Untergang, Estonie 1944 Frères ennemis, Stalingrad, T-34, L'Abject Fury, L'Immonde, Dunkerque, remarque Saint-Nolan, White Tiger et nombre d'autres œuvres et autres courts-métrages. Parlons rapidement de l'œuvre Im Westen nicht Neues d'Eric Maria Remarque, puisque c'est la base de notre sujet, mais aussi une très grande œuvre. Le roman raconte l'histoire d'un jeune Allemand nommé Paul Bäumer qui se porte volontaire pour aller faire la guerre contre les Français. Lui et ses camarades d'école sont endoctrinés par les adultes responsables de l'époque qui leur vendent gloire et honneur sur le champ de bataille, alors qu'il s'agit de ressentiment nationaliste et patriotique, voire de revanchisme. Un véritable lavage de cerveau qui aura pour conséquence l'engagement volontaire et la perte de très nombreux jeunes adultes, voire d'enfants inconscients, lors de ce très violent conflit que ce soit du côté français qu'allemand. Ce qui fait de ce roman un véritable chef-d'œuvre qui mériterait d'être obligatoirement étudié à l'école, c'est que c'est avant tout un roman pacifiste qui présente la guerre non pas de manière romancée ou mensongère, voire triomphaliste, mais la présente sous toute sa violence, sa barbarie et son dramatisme. C'est l'une des très rares fois où la guerre est racontée en tant qu'homme soumis aux horreurs de la guerre et pas en tant qu'homme triomphant de cette dernière. Je le dis bien suffisamment et le répète, il n'y a jamais de victoire ou de vainqueur dans une guerre ou un conflit, seulement des pertes. Le reste est strictement subjectif. Et finalement, ceux qui sont capables de remettre en question cette dernière de mes déclarations sont ceux qui ont subi le même lavage de cerveau que les soldats dont Im Westen nicht Neues raconte responsablement l'histoire. En bref, Im Westen nicht Neues se repose sur une narration réaliste et extrêmement immersive, voire touchante, de par le fait que l'on suive une poignée de soldats et vivons avec eux leur quotidien dans les tranchées, mais pas seulement. Ce qui nous permet de ressentir fidèlement chaque moment et émotion, pour mieux comprendre l'histoire oubliée de ces hommes qui se sont en partie battus dans l'optique de mettre fin à toutes les guerres. L'intérêt de Im Westen nicht Neues et des œuvres qui en sont déclinées, c'est que cette histoire aborde une grande majorité des points de ce qui a pu se passer lors de ce conflit. Plus d'informations permettant de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Enfin, le roman met en avant des éléments très importants. C'est tous les points qui ont été mal compris et qui sont pourtant cruciaux pour comprendre ce conflit. Que ce soit des jeunes soldats naïfs arrivant avec une âme d'enfant au front pour vivre la plus cruelle des désillusions, l'enterrement et l'immobilisation du front qui a transformé cette guerre qui devait durer que quelques mois en une guerre de position impitoyable et interminable.
La vie dans les tranchées et toutes ses difficultés, comme le fait d'avoir les pieds dans l'eau constamment, le froid, les rats, ne pas savoir si l'on finira la journée en vie, puisqu'à n'importe quel moment, une frappe d'artillerie peut venir s'abattre sur sa position sans crier gare. Mais aussi l'amitié, la camaraderie, le fait de ne plus être compris par sa famille lorsque l'on revient du front, pour qui les récits de la première ligne sont totalement fantaisistes, et surtout une guerre pour la première fois à échelle mondiale et industrielle, dans laquelle tous les moyens sont mis en œuvre pour créer le maximum de victimes et gagner un peu de terrain. Gaz, lance-flammes, raids de tranchées, sabotage, aviation, chars, artillerie lourde, tant d'inventions dont une majorité sont détournées de leur emploi louable pour servir la machine de guerre européenne. Petit plus, ce roman est aussi une des très rares œuvres accessibles au grand public, permettant d'apprendre et de comprendre la Première Guerre mondiale côté allemand. En effet, la censure et l'orgueil des nations, notamment des vainqueurs, a privé le monde moderne d'une histoire neutre et impartiale permettant de cultiver enfin la paix et aborder la guerre et les conflits humainement. Ce sera en majeure partie la raison pour laquelle la montée au pouvoir du national-socialisme allemand porté par Adolf Hitler et motivé par les clauses scélérates et sévères du traité de Versailles ne pourra être endiguée par la raison, faute de n'avoir une vision humaine mais nationaliste et patriotique sur le sujet. Ce qui amènera un nouveau déchirement de l'Europe que nous connaîtrons en 1939, la Seconde Guerre mondiale. Ironie du sort, le gouvernement national-socialiste allemand brûlera les romans de Erich Maria Remarque lors des autodafés menés par les nazis. A l'instar de notre Jean Jaurès, Erich Maria Remarque n'aura pas réussi à toucher le cœur des hommes afin d'y faire naître la paix. Mon dada, c'est l'histoire. La technique cinématographique j'aime bien, ça m'intéresse et j'apprends, mais je ne suis pas encore une référence. Malgré tout, pour entamer cette présentation de À l'Ouest rien de nouveau, on va en parler un peu. Il a été réalisé par des Allemands, ce qui en soi est plutôt un bon point, et surtout ce n'est pas un blockbuster hollywoodien, et c'est justement la raison pour laquelle À l'Ouest rien de nouveau leur met à tous une méga pâtée, mais nous y reviendrons. L'équipe a pris le temps de remercier Netflix, j'en profite pour le faire également, d'avoir permis enfin d'avoir les moyens de mettre les feux des projecteurs sur une œuvre avec beaucoup de potentiel assez oublié. Peut-être enfin l'occasion de faire prendre conscience aux gens de certaines choses concernant la guerre. Mais on a enfin notre film qualitatif, réalisé avec des moyens modernes sur le thème de la Première Guerre mondiale, abordé d'une manière humaine et immersive. Un rapide récapitulatif sur la manière dont le tournage s'est déroulé. Les décors ont été construits pour l'occasion en Tchécoslovaquie, meilleur endroit trouvé par l'équipe pour avoir des décors ressemblant à l'arrière-pays français. La recherche du lieu de tournage a été fastidieuse, enfin ils trouveront le terrain boueusement parfait entre deux pistes d'atterrissage sur un aérodrome militaire. L'ensemble des réseaux de tranchées vus dans le film ont été creusés pour l'occasion. Les tranchées sont un peu plus larges que celles de l'époque pour permettre le déplacement d'une équipe et du matériel de tournage, ce qui pour le coup rend un peu moins réaliste l'aspect étouffant et étroit des tranchées. Mais en réalité, ce n'est pas si perceptible à l'écran. Le tournage a été réalisé pendant le Covid, ce qui n'a dû en rien faciliter les choses. Quant aux acteurs, la majorité n'y connaissait rien, que ce soit en histoire qu'en guerre mondiale. Ils seront formés au maniement des armes et aux différents comportements à adopter pour correspondre aux mouvements et aux interactions que pouvaient avoir les soldats pendant le premier conflit mondial. L'acteur principal, Felix Kammerer, qui incarne Paul Bäumer, est à l'origine un joueur de théâtre d'origine autrichienne, assez talentueux, qui, comme nous le verrons à l'écran pendant le film, a su sublimer par son talent les expressions et les émotions déjà transmises dans le roman. En bref, jusqu'ici on retrouve une bonne base pour un film. Pour ce qui est de la qualité graphique et technique du film, les plans sont immersifs, les effets spéciaux sont réalistes, que ce soit en technique que sur le plan historique. Côté visuel, un joli effet désaturé mais contrasté façon Fury aide aussi à l'immersion dans un monde apocalyptique sans joie ni couleur. Mention spéciale pour les plans parfaitement cadrés et centrés, très satisfaisants. Du reste, on retrouve pas mal de messages cachés dans la manière dont les plans sont filmés, mettant en avant des éléments subtils étoffant le scénario et l'histoire. Pour ce qui est du jeu d'acteur, il est tout à fait excellent, notamment sur les expressions faciales de tous, je le précise, parce que notre Félix est pas mauvais pour nous tirer la larmichette. On ressent sur les visages l'exténuation des soldats, chose extrêmement importante pour cette œuvre, l'aspect humain qui passe beaucoup par les expressions faciales pouvant passer de la joie à la peur, tout en conservant toujours cette fatigue psychologique perceptible. Les hommes sont usés, apeurés, tristes, psychologiquement très atteints, et ça se voit. Personnellement, avec mon expérience sur le sujet, je suis très heureux d'avoir pu ressentir ce que les autres films sur le sujet ont été incapables de retranscrire avec autant de fidélité. Pour ce qui est du matériel historique et des décors utilisés dans le film, tout est bon. On retrouve la panoplie du soldat allemand et français de 1917-1918, avec des petites évolutions sur les uniformes tout au long de l'histoire. Les Français ont bien leurs casques Adrien, leurs uniformes bleu horizon, leurs fusils Lebel, leurs mitrailleuses Hotchkiss, leurs conserves haut de gamme et leurs catastrophiques et moyenâgeux bandages de pied. Il reste cependant un détail que l'on abordera juste après les concernant. Quant aux Allemands, pas de casque à pointe, mais le très célèbre et réussi casque Lohr Stahlhelm de 1916 avec ses deux tétons pour supporter la plaque de guetteur.
Les brelages sont impeccables, les masques à gaz rien à dire, les sacs à dos certes rares à l'époque mais présents tout de même, et les fusils Gewehr 98 parfaitement huilés, c'était celui de Krupp. En bref, on retrouve du matériel réaliste. Pas de Tigre 1 façon soldat Ryan, quoique. Dans le film, on retrouve une scène que je réaborderai plus tard avec l'apparition de chars français Saint-Chamond. Les chars sont extrêmement bien réalisés, cependant gros bémol, ce sont des reproductions réalisées sur des châssis de BVP-1 tchèque. Détail d'autant plus important et criant puisque les premiers plans réalisés dessus sont réalisés avec une vue très proche des galets de chenilles, qui ne correspondent absolument pas à ce qui se faisait à l'époque. La suspension du char Saint-Chamond était plus complexe et réellement différente, ce qui ne manquera pas de choquer les aficionados de blindés comme moi. Malgré tout, c'est un élément très surmontable, le reste est très bien réalisé, et puis des chars Saint-Chamond ça ne court pas les rues. C'est déjà très bien d'avoir mis en avant la terreur qu'inspiraient les premiers blindés, souvent découverts sur le champ de bataille par les soldats qui ne s'y attendaient pas. Les Français avaient à l'époque 3 grands chars, le char Schneider, le char faible tonnage ou FT-17 et le char Saint-Chamond. Tous auraient été un bon choix. Le Saint-Chamond incarne bien le char de rupture et de nettoyage de tranchées. Le Schneider aurait pu aussi très bien correspondre. Quant au FT-17, bien que j'aurais aimé en voir et que quasiment aucun film n'en comporte, il aurait pu faire son effet, déployé en plus grand nombre. Mais l'on aurait moins retrouvé l'aspect massif d'une machine terrifiante se découpant dans la fumée. Le choix des réalisateurs est donc très bien. La scène est réussie, on ressent bien le message, le soldat est impuissant contre un char et est obligé de redoubler d'inventivité et de créativité pour y survivre, autrement seule la fuite lui est possible. Grosse mention pour le sound design sur lequel j'ai eu l'occasion de me renseigner un peu. Je suis assez sensible de manière générale à l'audio des choses et pour le coup j'ai eu l'occasion de regarder plusieurs fois le film avec le son d'une télévision, avec un home cinéma Bluetooth de roumain et avec un casque. Évidemment c'est avec le casque que j'en ai le plus profité. Mais même sur le son d'une télévision on ressent le travail effectué derrière. L'audio est extrêmement immersif sur bien des points, notamment avec les effets d'acouphènes plusieurs fois présents dans le film, mettant en avant à quel point la guerre est éprouvante pour les oreilles, mais aussi pour la psychologie. Sur le reste des effets audio, ils sont tous extrêmement qualitatifs et réalistes. Pour ce qui est de la musique, composée par Volker Bertelmann, elle est touchante et repose sur 3 principales notes qui personnellement ne me quittent plus depuis 3 semaines. Il a réussi à les réutiliser dans tout un tas de contextes différents, que ce soit dans le suspense, le dramatisme, le stress, la peur, bref, en fonction des instruments, le rendu est très bien et vient souligner l'émotion transmise dans le film. Je vous recommande de consulter les vidéos traitant du making of et sur le sound design disponible sur internet et plus principalement sur YouTube. Nous allons donc maintenant aborder le reste des détails présents dans le film. Attention, à partir de là, il y aura un paquet de spoils, qui se termineront au timecode affiché à l'écran, autrement, regardez dans le chapitrage. Personnellement, j'ai été très agréablement surpris du nombre d'éléments historiques intégrés à l'histoire du film. On retrouve beaucoup d'éléments importants concernant la Première Guerre mondiale que l'on n'a jamais réellement vu dans les films de bonne facture sur le sujet. Ce sera le sujet principal du reste de cette vidéo, je vais aborder ces sujets à peu près par ordre d'apparition. On retrouve donc l'endoctrinement et le lavage de cerveau des jeunes Allemands, qui est valable aussi pour les Français, par des adultes et des élites avides de pouvoir cherchant leur futur chair à canon, manipulant à souhait les âmes les plus crédules pour les motiver à prendre parti dans ce qui sera le plus violent, abject et terrible conflit humain. Nos jeunes et naïfs soldats se retrouveront donc dans une tranchée froide, les pieds dans 30 cm d'eau, les mains gelées sous la pluie, à devoir écoper une tranchée avec leur casque comme première expérience sur le front. C'est un élément capital pour comprendre ce conflit et il est très important de le mettre largement en avant. C'est finalement grâce à ces stratégies de manipulation et d'endoctrinement perverses, maintenant pratiquées sur les réseaux sociaux, que les conflits sont entretenus. Une scène que j'ai extrêmement appréciée et qui est d'une finesse absolue, c'est celle du début où l'on voit dans un calme presque irréaliste la récupération des uniformes sur les soldats morts, dont notre Heinrich, que nous suivions au début du film et que l'on retrouve avec ou sans étonnement, dépendamment de notre naïveté. Les dépouilles de nos soldats oubliés sont enterrées sommairement comme du bétail. Le parallèle avec un abattoir sur certains plans est saisissant. Les femmes à l'air désabusées, mises en avant dans le travail des arrière-lignes comme la récupération et le retraitement des uniformes, est réalisé avec génie, puisque le bruit des machines à couture se transforme peu à peu en bruit de mitrailleuse. Pendant que les femmes passent leurs doigts dans les trous laissés par les balles, on pourrait s'attendre à ce que l'une d'entre elles lise l'étiquette d'un uniforme et y reconnaisse le nom d'un proche. Cette scène donne une impression de cycle, de boucle infinie, réel cercle vicieux dont le seul produit est la mort. Le tout souligné par un plan où l'on voit un officier retirer l'étiquette de l'uniforme de Paul qui vient de le percevoir pensant qu'il a déjà été attribué à un autre soldat, pour la laisser ensuite tomber par terre où on retrouve tout un tas d'autres étiquettes indiquant que ce n'est pas un cas isolé. Le piège se referme sur Paul. La camaraderie. Se développant rapidement, le conflit ne laissant pas de place pour le jugement et la critique entre alliés. L'entraide est de mise pour survivre. Tous deviennent frères dans la même souffrance. Chacun est prêt à épauler celui qui est à côté de lui, avec la sévère punition de vivre la perte d'un camarade comme un déchirement, sachant pertinemment qu'ils disparaîtront à un moment ou à un autre, dans une guerre ne semblant épargner personne.
Ces scènes sont mises à profit pour découvrir d'autres aspects de cette époque, comme la communication par lettres, très importante pour les soldats attendant désespérément des nouvelles de leur famille. On comprend aussi qu'à l'époque, il était courant que des soldats ne sachent pas lire. On retrouve des moments simples entre hommes, des repas, des discussions sur des toilettes, des épisodes d'accalmie pendant un épluchage de pommes de terre. En bref, le peu de fois où ils redeviennent des hommes sont des moments courts et rares dont ils essayent de profiter le plus possible. L'importance de se déplacer et de baisser la tête dans les tranchées pour ne pas être abattu par un tireur d'élite, notamment de nuit où lors des tirs les ennemis repèrent le flash des fusils pour tirer à cette position, ce qui peut provoquer la mort du soldat ayant tiré le premier s'il ne s'est pas déplacé. Les feux roulants, technique mise en place par l'artillerie française qui consistait à réaliser un barrage d'artillerie mobile qui allait de l'avant à l'arrière des lignes allemandes pour pilonner et détruire les installations et si possible tuer un maximum de soldats, pour ensuite envoyer massivement l'infanterie engager des lignes très affaiblies en face. Cette technique était à double tranchant puisqu'il arrivait que l'artillerie française tire trop court et détruise les premières lignes alliées, ce qui bien souvent terrifiait les soldats français. Côté artillerie, on retrouve bien l'impact psychologique sur nos jeunes camarades de classe, même si je trouve qu'il aurait été important de voir les réels effets de l'obusite, grave affection psychologique provoquée par la terreur que pouvait engendrer cette dernière. On retrouve finalement que la peur de jeunes soldats inexpérimentés, alors que l'obusite pouvait toucher même le plus solide des gaillards. Cependant, on le retrouve dans le même thème aussi le fait de se retrouver enterré vivant qui pouvait occuper l'esprit des soldats au quotidien. L'artillerie pouvait faire s'effondrer les abris ou soulever des quantités de terre suffisamment importantes pour enterrer les hommes vivants. Une des scènes les plus saisissantes est lorsque juste après le feu roulant, dont j'ai été étonné de ne pas voir ensuite l'infanterie française avancer comme le prédisait le soldat Thiaden, Paul Bäumer est chargé de récupérer les plaques des soldats défunts, ce qui permet d'apprendre comment étaient identifiés les corps lors de la Première Guerre mondiale, mais aussi de montrer la variété des tâches qui pouvaient incomber à un soldat qui doit se retrouver à savoir tout faire et découvrir sur l'instant. Paul Bäumer se déplace désabusé réalisant sa tâche, nous laissant ressentir l'impact psychologique et vivre avec lui la désillusion. Plus tard, il retrouve le corps inanimé de son ami Ludwig ayant perdu une partie de sa jambe droite, ce qui permet également de souligner un aspect de la psychologie humaine qui souvent nous fait nous imaginer que ça n'arrive qu'aux autres. Paul comprend la guerre, le mensonge, l'endoctrinement. Il est piégé et il doit apprendre à surmonter quelque chose qui le dépasse. Pour ce qui est des combats au corps à corps, à un moment, l'ami de Paul Bäumer, Kaczynski, souligne que tout ce qui intéressera les gens au pays après la guerre, ce sera s'il y a eu des combats rapprochés. Et tout ce qu'ils voudront savoir, c'est si on a fait des combats rapprochés. Curiosité malsaine mise en avant assez justement par Kat. Lors du film, on verra quelques combats rapprochés, notamment à la pelle côté allemand, ce qui nous fait un point de plus pour la légende de la pelle au rebord affûté, peut-être un peu trop mise en avant à côté du combat à la baïonnette. Au début du film, l'on suit notre jeune Heinrich, partant pour une mort certaine, qui décide à un moment de se battre à la pelle plutôt que de gentiment sortir un nouveau clip de munitions de ses si pourtant lourdes cartouchières, afin de recharger son fusil et profiter de l'avantage offert par ce dernier. S'il était à court de munitions, il aurait été intéressant de le mettre en avant avec une rapide fouille des cartouchières vides, à l'instant T ou avant l'assaut. Du reste, les combats au corps à corps sont violents à souhait sans trop l'être, nous reviendrons dessus, mais on retrouve d'autres façons de se battre, comme en essayant de se noyer ou avec ce qui passe sous la main. Plus un point pour l'aspect très immédiat de la guerre, poussant l'homme dans ses retranchements pour survivre. On retrouve également les lance-flammes déployées pendant la Première Guerre mondiale, utilisées pour l'occasion par les Français. Historiquement, cette arme avait un impact psychologique terrible et était utilisée pour le nettoyage des tranchées. Dans le film, on retrouve tout ce qu'il faut à ce sujet. La terreur des hommes découvrant un mur de soldats français équipés massivement, peut-être même un peu trop, en lance-flammes, les soldats périssant douloureusement dans l'incapacité de se débarrasser d'un liquide inflammable ne les quittant plus, avec un bonus sur la possible cruauté de brûler vif un soldat se rendant pourtant. On retrouve un aspect pas de prisonnier, encouragé par une haine toujours plus présente et mutuelle contre son adversaire, que rien, à part éventuellement et encore, les trêves de Noël ne semblent pouvoir arrêter. Dans la catégorie vivement les conventions de Genève, on retrouve les gaz et leurs effets assez largement présents, que ce soit de manière immédiate au début où la nécessité d'enfiler son masque à gaz rapidement est mise en avant, que passive plus tard où la nécessité de ne pas le retirer trop tôt est soulignée. Côté combat dans le No Man's Land, on retrouve une grande richesse dans les scènes, les soldats courant fusil en main apeurés vers les lignes ennemies, les soldats tombant comme des mouches face aux mitrailleuses qui fauchent les vies comme on fauche les blés, les explosions strictement aléatoires et imprévisibles découpant les soldats avec aisance et les projetant en l'air, la difficulté de se mouvoir dans la boue et les cratères d'obus toujours plus larges et profonds dans lesquels on retrouve souvent beaucoup d'eau dans laquelle il est aisé de se noyer, les débâcles précipités face à un adversaire surarmé où l'on essaie de récupérer un maximum de matériel, les corps défigurés séchant sur les barbelés et tout un tas d'autres petits éléments. En synthèse, il ne manque rien ou presque rien. J'aurais personnellement aimé voir plus de barbelés et de soldats pris vivants dedans et cherchant à s'en dépêtrer, dans la mesure où les fils de fer barbelés étaient très largement présents et handicapants dans le No Man's Land. Mais c'est pas grave, le film Cheval de guerre est là pour nous consoler pour ce qui est des barbelés.
Toutes ces scènes sont entrecoupées d'une petite partie de politique, où l'on suit le diplomate Matthias Erzberger, incarné par Daniel Brühl, donnant du prestige au casting, qui tente désespérément avec ses acolytes de négocier pour économiser un maximum de vie sur le front, avec une partie de l'état-major français, notamment le maréchal Foch, lui parfaitement intraitable. Ces scènes contiennent des éléments historiques importants, comme par exemple l'avertissement d'Erzberger quant aux clauses sévères du traité de Versailles risquant d'offrir une paix très mitigée. Tandis que l'état-major français, lui parfaitement campé sur ses positions, impose d'une manière très ferme la signature de l'armistice, sans offrir de possibilité de cesser le feu. On apprend rapidement de quoi le peuple allemand sera retrouvé privé avec la signature de ce dernier. Ces scènes contrastent énormément avec une vie politique confortable de ceux que les soldats français sur le front appelaient les gros, qui vivaient dans le luxe, l'opulence et pouvaient se permettre de prendre leur temps pendant que le massacre continuait inexorablement sur le front. Dans cette même catégorie, on retrouve aussi le général allemand se situant en arrière des combats où se trouve Paul Beimer, pour qui la guerre est perçue comme une affaire d'honneur, d'ego, d'orgueil et de fierté, pouvant sacrifier ses hommes sans sourciller pour redorer son image, sa carrière ou son pays, alors jusqu'à lancer une offensive 15 minutes avant l'entrée en vigueur de l'armistice pour terminer la guerre sur une bonne note et tenter de reprendre un peu de terrain. On retrouve également dans ces scènes les exécutions sommaires des soldats refusant de se battre, souvent oubliés par ceux qui pensent que les soldats avaient le choix. Côté scène, pour sublimer cette œuvre, il aurait été intéressant de rajouter quelques éléments supplémentaires, même si très brièvement. Comme par exemple les raids de tranchées nocturnes, que ce soit alliés ou ennemis par les commandos français ou les Sturmtruppen, avec des armes moyenâgeuses s'apparentant à un véritable harcèlement psychologique. Ou encore les sabotages, certes plus présents côté anglais, mais consistant à bourrer les tranchées ennemies d'explosifs en passant par un tunnel sous ces dernières, pour les faire ensuite sauter et les transformer en un vaste cratère. Deux éléments importants permettant de relever l'impossibilité de relâcher l'attention sur le front, tant les moyens pour créer la mort sont divers et variés. À l'Ouest, rien de nouveau, est dit sur Netflix 2022, est pour moi un excellent film, tant sur le plan technique, graphique, audio qu'historique. Là où par exemple le film Fury est tout à fait remarquable sur la technique, le graphique et l'audio, il est totalement pitoyable sur l'aspect historique, sans pour autant être complètement irréaliste. Mais ce n'est pas le cas de notre Im Westen nicht Neues revisité proprement. Les éléments sur lesquels l'on peut chipoter, comme les quelques éléments historiques manquants, n'est finalement pas une très mauvaise chose. Peut-être que cela aurait surchargé le film, il dure déjà 147 minutes. Il reste difficile de tout résumer, et il a quand même réussi avec brio à représenter beaucoup d'aspects oubliés de ce que les Allemands appellent maintenant la Größekrieg. Quant à nos chars Saint BVP-1, c'est largement pardonnable, déjà parce que louer le Saint-Chamond de Saumur ou des autres musées aurait coûté extrêmement cher en plus du déplacement, mais aussi parce que les Saint-Chamond en état de marche pour une scène de moins de 5 minutes auraient été ridiculeusement onéreuses à réaliser. Petite mention pour les quelques défauts de traduction entre la version allemande et française, où beaucoup d'expressions n'ont pas totalement le même sens. Pas de repos pour les braves. Secouez-vous un peu. Malgré tout, j'ai regardé À l'Ouest rien de nouveau en français la première fois, et j'ai autant apprécié le film qu'en version allemande, même si elle relate plus précisément les textes des soldats. Après, quelques expressions correspondent mieux en français qu'en allemand, et inversement, mais l'important c'est que tout le monde s'y retrouve. Du reste, le jeu d'acteur est saisissant en tout point, l'amitié de Kat et de Paul est touchante, leur relation avec les autres camarades également, le jeu d'acteur de Félix Kammerer incarnant son rôle évoluant de la naïveté à la désillusion en passant par l'air désabusé m'en a mis plein la vue. Le film est immersif et le tout forme une belle harmonie pour les sens qui se laissent transporter par l'audio comme par le visuel, alternant les phases d'obscurité mais aussi de lumière, tout en transportant les différentes émotions et sentiments, notamment le désespoir qui pour moi est le plus important à retranscrire lorsqu'on parle de Première Guerre mondiale. En bonus, je trouve que pour un film traitant de la Première Guerre mondiale, qui était une véritable boucherie, le film a réussi à souligner toute la violence et la barbarie du conflit sans pour autant mettre trop de scènes gore ou trop violentes à l'écran. Je suis de manière générale assez sensible aux scènes gore et j'ai été assez surpris de n'en voir que si peu. On retrouve dans celle-ci quelques cadavres démembrés qui restent rares et éparses, dont un perché dans un arbre pour souligner la violence des explosions pouvant déplacer les corps comme des poupées de chiffon. Un soldat se faisant écraser vivant par un char Saint-Chamond, des soldats brûlés vifs au lance-flammes et quelques blessures importantes à l'arme blanche. En bref, pas de gore à outrance façon Tarantino. Ici, ces scènes n'ont pour but que de souligner la violence de la guerre. Tout ceci signifie pour moi que ce film peut être accessible dans un cadre éducatif à un public relativement jeune mais pas trop, à des fins de prise de conscience et de culture de la paix, voire de mémoire. Voilà pour ce qui est de mon retour sur À l'Ouest rien de nouveau version 2022 sur Netflix. J'aurais bien d'autres choses à dire, mais j'ai déjà peur que la présentation de ce film me coûte très cher en copyright. Je suis très heureux d'avoir pu découvrir ce film. En réalité, j'attendais depuis très longtemps un bon film de guerre côté allemand et j'espère sincèrement pouvoir avoir le plaisir d'en voir un sur la Seconde Guerre mondiale dans le même esprit.
et pourquoi pas sur les blindés. Pour ce qui est des différents médias intéressants en lien avec notre sujet, même si ce n'est clairement pas des références, les jeux vidéo Battlefield 1 et Battlefield 5 ont été pour moi plutôt de bonnes découvertes. C'est historiquement pas ça du tout, malgré tout ils sont immersifs et assez bien documentés. J'ai trouvé que c'était un bon support pour découvrir la Première Guerre mondiale sans non plus faire autorité dans le domaine. De plus, ce qui m'a poussé à acheter Battlefield 5, c'est que c'était la première fois que l'on pouvait incarner le côté allemand dans une campagne sur un jeu moderne et de surcroît un chef de char dans l'un des derniers chars Tigre. On y retrouve aussi de manière un peu moins présente la même sensation d'abandon et de désillusion par rapport à un pays et des politiques qui ont abandonné ceux qu'ils ont lancés dans une guerre totale et destructrice dont ils sont les seuls à payer les frais. Après, côté jeux vidéo, je recommande aussi très chaudement et également le jeu Valiant Hearts en anglais et Soldats Inconnus en français par Ubisoft Montpellier, qui est un jeu totalement accessible aux enfants et aux jeunes, très simplifié mais reprenant tous les éléments importants du premier conflit mondial. Je remercie très sincèrement Netflix, que je ne connaissais pas et dont je n'avais pas forcément une bonne opinion, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette nouvelle adaptation de À l'Ouest rien de nouveau. J'espère sincèrement que ce sera une nouvelle façon de faire découvrir cet aspect sombre de notre histoire et poussera les gens à s'intéresser un peu plus et à cultiver la paix. Je vous souhaite à tous un bon visionnage ou revisionnage ou re-revisionnage ou re-revisionnage et vous dis à très bientôt sur la chaîne dans les grandes lignes.